RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, deux invités, Mounia est parmi nous. Ce soir, on va parler peinture, mais pas seulement, vous le savez, on va parler musique et de mode aussi, mais principalement peinture, puisqu'il y aura un vernissage demain à l'hôtel Amazonia. On en parle d'ici quelques instants avec notre premier invité, je vous rappelle, Mounia. Deuxième invité, on parlera notamment de la politique culturelle des Trois Fleuves et de l'EPCC, établissement public de coopération culturelle, avec Odile Pedroléal. On parlera théâtre aussi un petit peu, c'est normal, hein, puisqu'Odile Pedroléal a baigné dans cet univers-là et elle baigne encore dans cet univers-là. Bonsoir Vanessa, comment ça va? Ça va très bien. Alors on explique, Théanie n'est pas là ce soir, mais on le dit hein, souvent, Théanie est une étudiante, donc de temps en temps elle est absente, hein, ça arrive, n'est-ce pas Vanessa? C'est ça. Ce soir? Ce soir, on parlera de la Journée mondiale des toilettes. Ça paraît comme ça, mais c'est très sérieux. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Allez, le rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite avec le journal Tout en images et une interview inédite de Léon Bertrand suite à l'incendie qui a connu une fin tragique. 2 jeunes sont morts dans cet incendie. C'est une interview signée Jonathan Lariot. Rendez-vous de l'info. À la fois une réaction de tristesse et, j'ai envie de dire, une réaction de colère aussi. Mais enfin, avant de m'exprimer plus profondément, j'aimerais tout simplement formuler mes condoléances à la famille, parce que c'est dur de perdre de jeunes enfants comme ça. C'est pas la première fois que cela se passe malheureusement à Saint-Laurent-du-Maroni, où souvent nous avons des incendies qui sont causés par soit une bougie allumée, soit même un groupe électrogène. Donc des choses qui sont inacceptables dans des lieux où malheureusement il y a des marchands de sommeil qui exploitent les situations de détresse de beaucoup de familles. Alors c'est tout simplement le symptôme de ce qui se passe ici à Saint-Laurent. Une ville qui grandit trop vite, avec des populations qui viennent de partout, certes des communes qui se trouvent de ce côté du Maroni, mais aussi de l'autre côté du Maroni. Autrement dit, une immigration qui n'est pas au mal contrôlée. Donc c'est tout cela, cette masse que nous avons à gérer, qui fait que on est dans l'urgence en permanence. Et malgré tous les programmes que nous avons lancés, nous sommes très loin du compte parce que nous n'arrivons pas à brasser tout cela. Ce n'est pas possible. Et donc la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, elle-même, elle seule, ne pourra pas, d'autant plus qu'elle doit gérer des situations dont elle n'est pas la seule responsable. Et en cela, je pense bien entendu à l'immigration. Mais quelque part, il y a cette notion de responsabilité. Il y a cette prise de conscience qui n'existe pas. Et quand je dis souvent à Saint-Laurent-du-Maroni, des enfants font des enfants, parce que tout simplement, les choses vont trop vite. Le système dans lequel nous sommes favorise ce genre de dérive. Et je crois que tout le monde a intérêt aujourd'hui de pouvoir prendre conscience de cela. Parce que ce qui se passe ici, chez nous, ici dans l'ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni, peut aussi, bien entendu, s'élargir sur la totalité de la Guyane. Donc ne laissez pas seulement la commune de Saint-Laurent-du-Maroni se dépêtrer dans ces affaires-là, mais vraiment je fais appel à tout le monde, à tous les partenaires, afin que nous puissions ensemble essayer d'éradiquer ce fléau. Voici à quoi étaient confrontés les abonnés d'Only des Antilles et de la Guyane. Pendant près de 12 heures, ils ont été coupés du reste du monde suite à une interruption de leur connexion Internet. Cette coupure est intervenue à 23 h mardi soir. La connexion n'a pu être rétablie que ce matin, peu après 11 h. Selon la responsable d'Only en Guyane, une coupure de fibre sous-marine est en cause. Et même si les clients ont pu de nouveau avoir accès à Internet en milieu de journée, le débit est resté très lent. Il semblerait que les abonnés des autres opérateurs n'ont pas été impactés. Ce matin, à la cité administrative de la région Guyane, une conférence sur le thème de l'énergie a réuni entreprises et élus. L'occasion d'avoir une vision globale de la situation énergétique en Guyane. Aujourd'hui encore, 40 000 personnes restent non connectées au réseau électrique. La région Guyane, qui aura prochainement la gestion des investissements en énergie, présente ses objectifs. Il se pose vraiment en Guyane le problème du littoral et des communes isolées. Donc il faut que
sur les communes isolées, vraiment qu'il y ait cette programmation pour l'électrification. Nous nous basons sur le fait que nos objectifs et les défis, c'est bien l'accès à l'énergie pour tous, la sécurité énergétique. Nous voulons un approvisionnement en énergie qui ne soit pas aléatoire. Nous voulons éviter la précarité énergétique. Nous avons comme souci de pouvoir permettre tant à la population qu'aux entreprises et aux collectivités de faire des économies. Voilà. Et puis, nous devons nous donner tous les moyens pour réussir ces défis-là. Aujourd'hui, la Guyane se dirige vers une mixité de l'apport énergétique. Alors qu'à une époque, le barrage hydroélectrique de Petit Saut avait permis durant un court laps de temps une autosuffisance électrique, de nos jours, avec un accroissement démographique démesuré, ce sont les énergies renouvelables qui représentent une solution fiable afin de fournir l'électricité en quantité suffisante. On a un barrage hydroélectrique qui nous permet de faire à peu près 50 à 60% de la production. Et en complément, depuis 5 ans, environ 50 MW de projets énergie renouvelable représentent à peu près 250 millions d'euros sur le territoire par des investissements privés, ont permis d'augmenter ce taux de pénétration des énergies renouvelables à autour de 70%. Donc on est le meilleur département d'outre-mer, loin devant les Antilles et la Réunion. On prône vraiment le développement d'un mix énergétique, à la fois le solaire photovoltaïque avec stockage, sans stockage, les solutions éoliennes, les solutions bois-énergie, biomasse, les solutions hydroélectricité au fil de l'eau, donc peu impactantes en termes d'environnement. Donc tout ça, combiné à une maîtrise de l'énergie, une efficacité énergétique qui va aller vraiment pour garantir aux consommateurs guyanais d'avoir une facture d'électricité qui reste raisonnable. Voilà. L'électricité reste la clé pour le développement de certaines zones qui encore maintenant n'y ont pas accès. Il ne reste qu'à attendre et espérer que le développement de l'énergie en Guyane se fasse vraiment dans son entièreté. Ce matin, les élèves de 5e du collège Auguste Dédé ont participé à une journée de prévention des risques routiers. Pour cela, 5 ateliers ont été mis en place. Au programme, des débats autour de vidéos et une partie pratique avec un circuit vélo. Nous avons énormément d'élèves qui viennent soit à pied, soit à vélo. Donc forcément, ils sont confrontés à la circulation, aux dangers de la route. Mais il y a également une demande institutionnelle puisque ces jeunes sont obligés d'avoir la SSR 1 et 2 pour obtenir le brevet. On espère justement que le message passé sera bien perçu. Pour cette deuxième édition au collège, de nombreux organismes se sont mobilisés. Pompiers, gendarmerie, préfecture, mais aussi parents d'élèves et enseignants étaient présents pour sensibiliser à la sécurité routière dès le plus jeune âge. Pour éviter plus tard les infractions et prendre la bonne base dès le départ, c'est pourquoi nous nous déplaçons un peu partout, dernièrement dans des crèches et maintenant dans les collèges, après les lycées. Et il est important également de revenir sur les panneaux parce qu'on se rend compte malheureusement que les élèves ne connaissent pas tous les panneaux. C'est tout à chacun qui doit faire attention au comportement. Voilà, c'est ça. On est pressé, on quitte chez soi trop tard, on veut arriver avant l'heure, on double sur la route, mais voilà. De leur côté, les collégiens ont l'air d'avoir retenu les règles de sécurité routière. D'abord, je regarde avant de traverser, je traverse sur les passages piétons. Comme je suis avec une copine, on fait attention. Dès que je traverse, je sors de mon vélo, je passe à pied. Et je roule tout le temps soit sur le trottoir, soit sur le bas-côté à droite. Les activités mises en place ce matin ont été très appréciées par ces élèves. Je trouve que c'est quand même intéressant, ça nous apprend à respecter le code de la route parce qu'il y a certaines choses qu'on ne suit pas forcément. Oui, ça permet de ne pas faire d'accident sur la route, d'être sécurisé, on va dire. Il faut respecter le code de la route parce que sinon on va on peut causer des accidents, on peut finir à l'hôpital ou même au cimetière. Des actions de prévention à la sécurité routière dans les collèges et dans d'autres établissements se multiplient. Dès mars 2015, une nouvelle journée est mise en place pour les classes de 3e. Le rectorat a ouvert ses portes le temps d'une journée pour sensibiliser au handicap. Tous les agents de l'éducation nationale étaient invités à venir s'informer sur les différents dispositifs proposés dans l'académie pour l'amélioration des conditions de travail des personnes en situation de handicap. Là, nous sommes dans le cadre de la prévention et on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et je trouve qu'en Guyane, nous ne sommes pas suffisamment informés pour éviter ensuite d'arriver au curatif qui est beaucoup plus long et plus onéreux. Il y a des petites choses à faire justement pour se prémunir.
par exemple avec la spécialiste de l'audition, des bouchons, parce que quand je vais dans les salles de sport ou dans les salles de classe, il y a beaucoup de bruit. Donc des bouchons adaptés à la gestion du bruit. Ça, par exemple, je ne le savais pas. L'objectif de cette journée était de fournir à tous une information générale, à savoir les droits des personnes en situation de handicap, la politique académique pour le maintien de l'emploi de ces personnes, ainsi que le rôle des différents organismes. Les actions par rapport à la semaine du handicap sont des actions de formation, puisque nous informons les gens sur leurs droits et nous leur donnons des documents avec les procédures à suivre pour la reconnaissance handicap. Et on leur explique un petit peu tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour les aider au maintien dans l'emploi et pour les aider aussi dans le parcours professionnel. Pour leur faciliter l'accès à l'emploi, de nombreux dispositifs visant à compenser les conséquences du handicap dans le cadre professionnel ont été mis en place. Une façon de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées. Au vu des chiffres, il semblerait que ce principe soit de plus en plus appliqué, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire. L'élection de Miss France, un programme très important pour les télévisions privées d'outre-mer qui souhaitent le conserver. Dans un communiqué de presse commun, les chaînes locales privées Antenne Réunion, ATV, ATG et TNTV à Tahiti se sont indignées contre la perte de cette émission. Ils accusent France Télévisions de concurrence déloyale à propos de l'achat des droits de diffusion de l'élection le 6 décembre prochain. Pour la première fois depuis 20 ans, la cérémonie Miss France diffusée sur TF1 sera retransmise sur les chaînes du groupe Première. Après le mondial de foot en juillet, c'est un second coup dur pour les chaînes locales privées qui comptaient sur les Miss pour faire grimper leurs recettes publicitaires. Voilà, c'était le journal tout en images signé la rédaction d'ATG. Le premier sujet était de Jonathan Lariot et on salue également Éric Léon qui signait les images donc, du côté de Saint-Laurent-du-Maroni. Mounia, notre première invitée, est avec nous. Bonsoir Mounia, comment ça va? Bonsoir, je vais très bien. Toujours un plaisir de vous recevoir sur les plateaux télé ici en Guyane. À chaque fois qu'on vous reçoit, c'est un plaisir parce qu'on parle de plusieurs domaines, la mode bien sûr, musique aussi et peinture également. Et plus précisément, c'est l'actualité du moment. C'est notamment le vernissage qui aura lieu demain au Royal Amazonia. On en parle d'ici quelques instants. Mounia, si je vous montre ces images-là, qu'est-ce qui revient dans votre esprit? On va les voir d'ici quelques instants. Ce sont des images de mode, bien sûr, avec les défilés d'Yves Saint-Laurent. C'est quelque chose qui est toujours dans l'actualité, hein, puisqu'on va parler de la mode aussi en Martinique, de votre boutique qui a 30 ans. La mode, c'est quelque chose qui sera toujours d'actualité, parce que c'est par là que ça a commencé aussi pour vous. Oui, absolument. La mode est une éternelle mode, et d'actualité, bien sûr. Surtout que... je constate une chose, c'est que les grands couturiers, comme des gens comme Karl Lagerfeld, ne m'oublient pas et me demandent encore, et certains grands couturiers aux États-Unis comme Bill Blass, la maison Calvin Klein, des fois me redemandent en tant que guest star. En tant que guest, et je toujours passe avec plaisir. des collections. Non, bien sûr, pas toute une collection, mais au moins 2 ou 3 passages. Soit je ferme une collection ou je l'ouvre et je continue aux Antilles à faire de grands shows haute couture. Et avec la complicité toujours de Pierre Berger, qui me passe encore des tenues de haute couture d'Yves Saint-Laurent. Et au profit, bien sûr, mes collections sont toujours au profit d'une action humanitaire, parce que je m'occupe d'enfants défavorisés. Et puisque j'ai un petit orphelinat en Haïti. On va y revenir. Qu'est-ce qui a changé dans la mode? Vous, on a la chance d'avoir sur le plateau quelqu'un qui a vécu la chose, qui le vit encore de l'intérieur, de l'extérieur. Vous êtes actrice. Il y a quelque chose qui a changé dans la mode aujourd'hui? Ça évolue bien sûr, quoi de plus normal. Mais est-ce qu'il y a eu du changement malgré tout? Il y a eu du changement, mais à mon avis,
pas mon goût, pas mes ambitions dans la mode. Il y a des choses qui vous dérangent aujourd'hui? Je trouve qu'on devrait... nous avons quand même de très, très, très belles plantes métissées, des vraies négresses comme moi, des vraies négresses, des vrais foncés de peau. Et malheureusement, la haute couture utilise peu de jeunes filles ou de jeunes gens très foncés de peau. Et c'est dommage. Je trouve que à l'époque, j'ai ouvert certaines portes avec Iman Bouri. Et vous pensiez que ça irait un peu... Non, mais à ce moment-là, il y a eu pas mal. Oui, on les voit dans les images. De jeunes mannequins black. Et après, ça s'est un peu... ça a beaucoup diminué. Oui, c'est vrai. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais j'espère, parce que je me bats pour ça, j'espère que ça changera et qu'on y reviendra encore à nos très belles peaux noires ou métissées. C'est ce qu'on espère en tout cas. Dans la haute couture mondiale. Mounia, votre boutique en Martinique a 30 ans. Oui, cette année, 30 ans. Ce n'est pas rien, ça. C'est beaucoup. Ça a été quoi les évolutions entre le jour de l'ouverture et aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette boutique? On y trouve quoi? On y trouve des tenues déjà très habillées, des tenues, si vous cherchez une tenue pour un mariage, vous allez trouver à Mounia Boutique. Si vous cherchez du sportswear un peu chic, qui reste sportswear, mais un peu plus qu'on peut porter éventuellement pour un petit cocktail de 18 heures. D'accord. Voilà. Donc ça, vous pouvez trouver à Mounia Boutique. Mais j'avoue que la mode a énormément changé, ça a évolué et la bourse ne suit plus de la même manière. Et donc, les choses sont très, très dures. Les choses sont... c'est pas évident. Le commerce n'est pas partout dans le monde. Là, j'avoue que ça touche un petit peu tout le monde. Un peu tout le monde. Ceci dit, sauf le grand luxe, comme d'habitude. Le grand luxe restera le grand luxe. Voilà. Si vous allez chez Chanel, par exemple, il y a la queue. Chez des marques, de grandes marques comme ça, Louis Vuitton, il y a toujours... Mais les choses sont devenues, même pour eux, ils disent que les choses ne sont pas... On a vu des articles où, sur certaines marques, il y a des vendeurs qui partaient parce qu'il y avait une crise. On les licencie. Voilà, ils licencient. Rappelez-nous, parce que ça doit être une adresse mythique, la boutique, c'est où? C'est 26 rue Périnon, à Fort-de-France. Voilà, donc, une adresse mythique pour ceux qui aiment la mode. Il y a aussi la musique, en fait, le monde des arts, puisqu'on parle de peinture tout à l'heure. C'est toute votre vie, sauf qu'en musique, il faut trouver une couleur, il faut se mettre quelque part. Vous êtes où dans la musique? Bien, moi, j'ai toujours été reggae. Et il y a mon premier album, c'était de la variété française mélangée reggae, toujours. Et c'est vraiment une discipline de musique que j'aime, par leur philosophie, par leur manière de voir les choses, de leur manière authentique d'être simple. Et j'aime cette musique, j'aime ce groove. Et mon prochain album, d'ailleurs, s'appelle, c'est Reggae Afro-Caribbean Groove. Et c'est un album que j'ai préparé malheureusement avec mon compagnon qui a disparu, Jeff Joseph, du groupe Dramax, qui a travaillé aussi, qui a chanté. Donc il y aura dans sa trace, Cool and the Game. Il y aura quelque chose de Jeff Joseph sur cet album. Tout à fait, puisqu'on Vanessa. Votre disque Kamikaze, pourquoi ce titre? Est-ce que c'est par rapport au risque dû au changement d'activité? Ah, pas du tout. Kamikaze, j'étais en plein dans toute la haute couture mondiale. C'était mon premier, Kamikaze, et mon premier opus.
Et vraiment, c'est un titre tout simplement qui voulait dire pour moi le changement et le côté kamikaze, mais en positivité, en positive. C'était pas du tout dans le contraire, pas du tout. C'était une manière aussi de choquer Donc à l'époque. Il y a le jeu de mots. Et puis il y a la peinture, bien sûr. Vous avez fini par trouver un style, n'est-ce pas là le plus difficile dans cet art, que l'on reconnaisse une toile dès la première touche comme ça? Comment on crée un style en peinture? On peut y aller, hein? C'est-à-dire que en peinture, on appelle cela avoir une facture, n'est-ce pas? Écoutez, moi j'ai commencé la peinture avec... j'ai eu la chance de connaître et de côtoyer surtout des grands peintres, des grands maîtres comme César, comme Bernard Buffet, comme chez nous Henri Guédon. Donc surtout Henri Guédon et César, le sculpteur et plasticien, connu mondialement bien sûr. Et César me disait toujours, Mounia, il m'excitait à peindre. Il aimait beaucoup ce que je faisais. Et Henri pareil, Henri Guédon. Et Henri a eu d'ailleurs mes premières toiles. Et César aussi. Et je ne voulais pas du tout exposer, je ne voulais pas, ça ne m'intéressait pas. Je voulais garder mes toiles pour moi. Et en fait, j'ai suivi l'idée d'une très bonne amie qui est plasticienne, Geneviève Mourès, qui est martiniquaise, et qui m'a dit, mais Mounia, il faut absolument que tu exposes parce que c'est intéressant ce que tu fais, le travail, tu travailles au couteau. Alors, c'est quoi la technique? Alors, la technique, c'est plutôt couteau, mes petits doigts, mes mains, beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas d'ongles d'ailleurs. Et puis aussi une deuxième chose, c'est que je fais de la basse, donc on ne peut pas avoir d'ongles. Et c'est surtout les matières. Et les matières, j'ai une chance inouïe d'avoir vu passer devant moi tellement de matières dans la haute couture, des matières nobles, de très belles. J'ai pu porter de très beaux bijoux. J'ai pu voir les couleurs, les mélanges de couleurs. Et voilà, tout ça, ça se mélange un peu dans ma petite tête et ça donne ce que vous voyez. Ça donne ce que vous voyez. On a vu de très belles images signées Johan Manus pendant qu'on était en train de discuter. Je vous rappelle, vernissage demain, 19h, Royal Amazonia. Vanessa. Vous faites beaucoup d'activités. Est-ce que vous transmettez votre savoir par plusieurs moyens, livres ou forums? Très bonne question. Très Alors, proche des jeunes aussi. Livre, j'ai écrit un livre édité chez Robert Laffont, Princesse Mounia, qui, il y a quelques années de cela, et qui explique pas mal de choses sur ma profession, sur cette profession qu'est la mode. Et il y a... bien sûr que je transmets, puisque je donne des cours de métier à des jeunes, je prépare des jeunes mannequins à la profession de mannequin, à cette profession, et je les suis jusqu'à Paris en leur permettant d'avoir une agence, parce que c'est pas tout d'être mannequin, et c'est pas tout non plus de croire qu'être belle, et c'est suffisant, pas du tout. Il faut avoir quand même quelque chose dans la tête. Il y a plein de choses encore derrière. Il faut en plus croire en soi. Et ça, je le transmets aussi à des jeunes qui sont en insertion, des jeunes délinquants, malheureusement. J'arrive à les absolument et leur permettre de croire aussi en eux et de transmettre cette croyance envers les autres et pour leur permettre de reprendre un chemin à peu près digne. Mounia,
Je n'ai posé que la première partie. En fait, j'avais encore une dizaine de questions pour vous. Et alors? Mais trop tard, le temps passe. Désolée. Et je tiens par contre à dire une chose très importante. Je tiens à remercier Madame Oteniou d'Air France. Frédéric Oteniou, qu'on salue. Voilà, parce que, qui a été d'une grande aide. Madame Chessima. Tshiseka, d'accord, Tshiseka Loubet. C'est très difficile pour moi de prononcer son nom, mais elle a été vraiment extraordinaire. Et bien sûr, le Royal Amazonia qui me reçoit et qui donc je vous attends nombreux pour le vernissage. Voilà. Merci Mounia. Et je m'occupe aussi d'enfants défavorisés. On n'a pas eu le temps. J'avais plein de questions. Voilà. Et il y aura un tableau qui sera vendu pas aux enchères, mais qui sera vendu spécifiquement pour ces enfants. Tout à fait, on est d'accord. Merci en tout cas. Merci de m'avoir reçu. Allez, 20h, le Dom Laquezot pour les CVA, les communautés des villes Ariane. Extrait. Alors qu'est-ce qu'une telle présidence peut apporter à Kourou, à la Guyane? C'est déjà permettre une ouverture, une fenêtre d'ouverture sur le plan, je dirais, touristique, puisque ça va permettre quand même à la Guyane de faire venir, c'est un jeu de lobbying en fait, donc de faire venir aussi les industriels sur la Guyane, de faire venir aussi parfois comme partenariat, comme on est en train de le faire à l'instant avec l'armée de l'air, qui crée de l'emploi. La question de l'emploi, la question du développement économique, la question du tourisme aussi sur la Guyane, comme je disais. Un an à promouvoir, non pas uniquement Kourou, c'est pas uniquement la présidence de Kourou, mais au-delà de Kourou, c'est toute la Guyane. Donc j'espère aussi pouvoir mettre en avant aussi les communes de l'intérieur, donc Touanké et Papaïchtan, etc., etc. Et cette ouverture sur la Guyane, c'est mettre toute la lumière aussi sur les problématiques aussi de la Guyane et trouver des solutions autour de forums, de manifestations culturelles et sportives, et aussi parler de la jeunesse. Kourou, c'est aussi 26 000 habitants. Pour le Dom Laquezot sur les communautés des villes Ariane, Dominique Nugent a suivi le maire de Kourou dans le sud de la France. Allez, on passe tout de suite à la chronique de Vanessa. On parle de toilettes, mais c'est très sérieux, Vanessa. Oui, effectivement. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais le 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. Donc, je ne savais pas qu'il y avait une journée mondiale des toilettes. Voilà, moi non plus, je l'ai appris. Pour tout vous dire, je l'ai appris hier. Donc, au premier abord, effectivement, le titre peut prêter sourire, mais il s'agit d'un sujet très sérieux, le but étant de faire des toilettes une priorité de santé publique. Donc, on ne le sait pas, mais 2,5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des toilettes. Et 2 millions d'enfants, donc ça fait 1 toutes les 20 secondes, meurent chaque année de maladies dues en majeure partie aux problèmes liés à l'assainissement. Et alors j'en parle ce soir car l'association AFA, Association François Aupetit, qui œuvre au profit des personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques intestinales, profite de cette journée pour mettre en avant une des principales revendications portées par les malades, donc l'accessibilité aux toilettes, car elle constitue un véritable enjeu de sociabilisation et de lutte contre l'isolement de ceux-ci. Donc j'ai interviewé monsieur Jean-Philippe Bigot, délégué pour la Guyane de cette association. Regardez. Alors, je suis monsieur Jean-Philippe Bigot, je suis le délégué pour la Guyane de l'association François Aupetit. Dans le monde, on estime à 2,5 milliards le nombre de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes et 2 millions le nombre d'enfants qui décèdent dans le monde suite à un problème d'eau ou d'assainissement. Que l'association s'associe à cette démarche pour demander au pouvoir public de mettre en place des toilettes publiques propres, gratuites, dans toutes les principales villes de France, même dans les villages. Un texte de loi est à l'étude actuellement
pour que l'accessibilité pour que en fait qu'il y ait des toilettes un peu partout. Donc cette journée existe quand même depuis 2001, mais elle a été reconnue par l'ONU que l'année dernière. Donc énormément de personnes sont touchées par ces maladies et j'ai envie de dire, à quand les toilettes publiques gratuites et propres en Guyane? Voilà, donc c'est un sujet très sérieux. Merci Vanessa. Notre deuxième invité, on va continuer à parler culture, bien sûr, avec Odile Pedroléal, la directrice de l'EPCC, l'établissement public de coopération culturelle, les Trois Fleuves. Odile Pedroléal, première question. Je l'avais dit avec le sourire la dernière fois quand j'avais reçu quelqu'un dans le même domaine de la culture. L'encre, c'est fini. L'EPCC, les Trois Fleuves, c'est quoi le vrai nom? C'est les Trois Fleuves. Expliquez-nous. L'encre restera toujours l'encre puisque c'est l'ensemble culturel régional qui est composé de l'établissement public de coopération qui s'appelle aujourd'hui les Trois Fleuves et aussi du conservatoire de musique, danse et théâtre. Bon, donc l'encre regroupe deux entités culturelles, le conservatoire pour la formation et les Trois Fleuves pour la diffusion des spectacles vivants. Bon, voilà. Vous avez compris Vanessa? C'est clair? Très bien, ok, comme ça les choses sont claires. Donc c'est les Trois Fleuves alors? Alors notre entité, donc les PCC, on l'a baptisé les Trois Fleuves pour que justement ils portent déjà une identité régionale. Très bien. On peut dire que vous êtes à votre place, hein, femme de culture. Comment vous vous sentez à ce poste où il y a un peu d'administratif, parce qu'on sait que vous êtes avant tout une femme de théâtre et de culture en général. Avec le côté administratif, comment vous vous sentez? Bien, d'abord, je suis entourée d'une équipe, mais en fait, même quand on fait du théâtre et qu'on gère une compagnie, c'est vrai. Hein, j'ai dirigé pendant 17 ans le Guyane Art Théâtre, je faisais un petit peu tout et beaucoup d'administration. Ouais. D'accord. Et puis aussi, j'ai fait évidemment des études, comme tu le soulignes, conservatoire, mais j'ai aussi fait un doctorat d'études théâtrales à la Sorbonne, mon cher. Mais... Donc les lettres, je les ai aussi. Mais je le savais. Ce n'est pas. Ça nous permet voilà, l'artiste, je pense, n'est pas seulement quelqu'un qui va sur les planches, mais qui sait pas mal de choses et qui l'apprend aussi avec la pratique. Voilà, le terrain. Très bien. On sent la touche, Odile Pedroléal. Avec, je peux le dire, hein, pour la première fois, un programme sur une saison. En tout cas, depuis que je fais ce métier-là, on ne nous a jamais donné un programme ici, en Guyane, dans un établissement comme celui-là, pour dire, ben voilà, jusqu'au mois de juin 2015, on sait ce qui va se passer. Et puis, il y a des trous, bien sûr, à l'intérieur, où les privés pourront effectivement s'infiltrer. C'est extraordinaire. C'est quoi le changement, là ? Enfin, le changement, c'est que ce programme-là, il est beaucoup plus abouti et beaucoup plus, on va dire, esthétique. Ouais. Mais c'est vrai que j'en ai déjà fait deux autres. Oui. Un premier qui n'était peut-être pas diffusé, mais qu'on trouvait à l'encre. Et puis une première saison, on avait aussi un petit document. Celui-là ressemble vraiment à un programme que l'on trouve dans des lieux culturels, dans les théâtres notamment. Donc les choses avancent bien, les choses évoluent bien. Vanessa. Comment choisissez-vous le programme, justement ? En fait, voilà. Donc déjà, quand on est directrice d'une structure, on est élu sur un projet. Et donc, dans mon projet, j'ai mis un certain nombre de choses, une vision du travail qu'il a à faire sur la région, on va dire, sur la Guyane. Et donc, mon programme, pour moi, doit refléter ce projet-là. Je dois rendre compte, après, donc, dans mes bilans, de ce que j'ai pu faire comme action culturelle, comme en termes de développement, de mise en réseau, qui était le projet du directeur. Donc, on élit un directeur sur son projet, tout simplement. Et ce projet, on le met en place. Voilà. C'est bien de le savoir. Est-ce que les Guyanais sont curieux? Je n'ai pas l'impression qu'ils se déplacent, ils ne connaissent pas. Comment vous attirez, alors quand vous passez à la télé bien sûr, ou des spots pour dire qu'il y aura tel ou tel spectacle, quand il y a un peu de théâtre, quand il y a un peu de musique classique, quand des fois il y a du jazz qui n'est pas forcément jazz populaire, j'ai l'impression qu'on a encore du mal à se déplacer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais alors, on s'est armé pour ça. On s'est dit qu'on a mis l'établissement en place, mais ce ne sera pas un an, ça va prendre 5 ans, ça va prendre 10 ans. Pour fidéliser un public et faire que la salle de l'Ancre, qui est de 409 places, soit remplie à chaque représentation. Donc, on ne se démonte pas pour employer un langage de tous les jours. Tout simplement, on sait qu'il y a des spectacles, les gens viennent par habitude. Tu vois, ceux qui aiment rire ou qui sont habitués à un certain style
de théâtre, de spectacle, viennent. Ils savent qu'ils vont passer un bon moment. Et pour le reste, on est encore un peu timide. Donc on a plusieurs actions comme ça culturelles. D'abord par une politique tarifaire abordable, pour inciter les gens à venir découvrir, ne pas avoir peur d'avoir dépensé leur argent. Ensuite, en travaillant sur la confiance, en montrant qu'on a une programmation qui tient la route avec des spectacles de qualité. Et donc, c'est sur la durée que les gens vont avoir confiance, vont venir et vont avoir envie de revenir. Alors, puis il y a tout le reste, l'accueil, tout ça. Bon, plusieurs degrés, plusieurs niveaux pour fidéliser un public. Ça va prendre du temps, mais on y croit. En tout cas, ça avance bien. Alors, est-ce que les jeunes se déplacent pour venir voir les manifestations à l'encre? Alors, les jeunes se déplacent parce que nous allons les chercher dans les écoles avec leurs professeurs. Donc, effectivement, c'est donner les moyens. Comme je dis, par exemple, on a fait une convention avec la 3CL pour payer les bus pour les écoles, pas pour nous, pour que les enfants puissent venir. Nous travaillons ça, nous travaillons avec les quartiers. Là, par exemple, nous sommes sur le point de faire une convention avec le lycée Melchior-Égaré pour que les jeunes viennent au spectacle avec une gratuité, avec un tarif spécial pour les élèves, leur permettre aussi d'avoir accès au lieu, à la salle. Donc on fait des conventions, on travaille sur le terrain pour que les personnes puissent venir avec des associations, des personnes à mobilité réduite. Voilà, on va vraiment sur le terrain et donc c'est ça qui va payer à la longue. Voilà. Alors, faites-nous rêver, je vois des grands noms, c'est magnifique, un programme de belles pièces de théâtre, des noms au niveau international. Odile Pedroleal, les noms à venir, décembre, janvier, pour les fêtes, dites-nous. Alors pour les fêtes, d'abord un week-end avec Josie Mass, puisqu'elle a sorti un album, le dernier album. Donc c'est une grande dame de chez nous qui a fait un joli parcours, mais là elle a un album qui lui tenait à cœur. C'est vrai. Dans le dernier reportage. C'est vrai. Avec son rêve d'orchestre symphonique, pour l'enregistrement, ceci dit. Donc Josie vient le 5 et 6 décembre. Elle sera à Mana aussi le 4. Mais elle nous réserve une surprise parce que Josie est aussi conteuse. Donc elle va faire un spectacle de contes sur Obani, qui est une chanson de sa famille et qu'elle a enregistrée. Voilà. Ensuite, donc pour Noël, pour les fêtes, nous proposons un spectacle, je pense qu'il va rallier un petit peu tous les publics. C'est Cavana, son dernier spectacle, Cavana se chauffe. Anthony Cavana. On n'oublie pas le chanté Noël habituel de Monsieur Hider, qui est notre partenaire privilégié. Et puis on voit d'autres noms comme Kerry James. Et puis Bon anniversaire mon amour, une belle pièce de théâtre pour la spéciale Saint-Valentin. Le Burkina Faso sera là également. Il y aura des expos, le concert de Victor O, du théâtre, des expos. Lexios sera même de retour, ça fait plaisir. Bref, c'est magnifique tout ça. Écoute, merci. Mais ce que je voudrais dire sûrement, c'est que nous avons un programme, donc, comme tu as pu le constater, Gilles, chaque mois, donc il y a un événement. Exact. Voilà, et nous proposons pour ça une carte de fidélité. On commence aussi ça sera votre dernier mot. Voilà. Donc il y a une carte que vous pouvez accéder là pour la somme modique de 10 € et qui vous permet d'avoir tous les spectacles à 10 € justement au lieu de 15. Donc amorti très vite, avec des spectacles de qualité. C'est une des manières, des stratégies pour que le public s'habitue à venir voir des spectacles. Magnifique, très belle initiative. En tout cas, merci Odile Pedroleal de nous faire rêver comme ça. J'espère que ça vous donnera envie d'aller voir du spectacle en général. Dans le monde des arts, il y a de tout, il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a de la musique et il y aura une Lovadia ce week-end. Oui, ce week-end, nous avons le duo Amazon vendredi 21 et donc le premier concert en salle de Lovadia en tant que... Donc n'hésitez pas. Samedi 22 à 20h à l'auditorium Edmond-Édouard de l'Ancre. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Et puis je vous rappelle avec notre premier invité Mounia, l'expo, le vernissage demain et l'expo sera jusqu'au 30 à l'hôtel Amazonia. Passez une excellente soirée à demain, Vanessa. À demain. Avec Théanie cette fois. Bonne soirée, le journal de BFM. N'oubliez pas, 20h ce soir, Dom Laquezotte pour les communautés des villes Ariane. À demain. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.